Avec tes parents débarqués dans la capitale, je fus dernièrement à l'exposition coloniale. Il y avait l'oncle Gèle, ma belle-sœur Fanny, la tante Philomène et le cousin Rémi. Dès le matin plein d'allégresse, nous sommes partis en vitesse. 1 heure après, un autobus nous a menés jusqu'à Picpus. En arrivant devant l'entrée, qui se trouve à la porte dorée, mes parents émerveillés se mirent tous à chanter. Ah, que c'est beau, l'exposition! Quelle émotion! Il avait Quelle fait sensation. partie des envoyés de Madagascar à l'exposition coloniale de 1931. Il figure avec son frère, ils y sont allés à 2. À l'intérieur d'un groupe, on voit à côté de Rakout Ratsimamang, qui a été ensuite ambassadeur de Madagascar en France et un personnage très connu dans la recherche scientifique. Et j'étais stupéfaite et je pense qu'il ne m'a mentionné ce premier voyage, qui était donc très important puisque ça a été sa découverte de la France, que si tard, au milieu des années 80. Parce que c'était pas facile à Charles d'expliquer qu'il était venu pour l'exposition coloniale. J'ai donc pu à ce moment-là comprendre à quel point il était un jouki, un aîné. C'est-à-dire qu'en fait, il a participé à des moments importants du long fil des combats pour l'émancipation, mais aussi il a participé à certains événements où l'on considère que c'était plutôt des signes de ralliement que donnaient les indigènes qui se trouvaient là, type l'Expo de 1931. Ça peut expliquer une certaine ambiguïté maintenue de manière un peu ironique chez lui, le fait qu'il a connu les 2 versants. Il y avait toute une loi, hein, un ensemble de lois, la loi de l'indigénat. Les Malgaches étaient des indigènes. Les sujets français, c'était les indigènes. Ils avaient le statut spécial. Ils ne payaient pas d'impôt sur le revenu, sauf des indigènes qui étaient déclarés être riches, quoi. Mais ceux-là, ils ne payaient pas l'impôt corvée, si on peut dire. Ils payaient l'impôt sur le revenu en espèces comme ça. Mais autrement, partout ailleurs, c'est corvée. Mais c'est incroyable. Tu rencontrais un Vasa, un blanc, il fallait le saluer. Il y a un Vasa que j'ai dû saluer. C'était un administrateur des colonies. Mon grand-oncle qui est à côté de moi, elle me dit « Retire ton chapeau ». Alors, parce que sinon tu vas être en prison. Et on te mettait en prison, oui, si tu ne saluais pas parce que tu étais indigène. On faisait la queue, donc à l'époque, c'était pendant la guerre, il y avait une queue pour les citoyens et assimilés, et les Vasataratas, et une autre pour l'ensemble de la population. C'était ça la vie. Mais je sentais que ça commençait quand même à bouger. Et il y en avait même pas mal qui commençaient à se dire, oui, les Français vont partir, ils
ils sont battus, là, alors ça va être les Anglais qui vont venir chez nous. Et là, ils commençaient même à apprendre l'anglais. Ah oui? Ah oui, les gens commençaient à apprendre l'anglais en disant, ah oui, on va être peut-être colonisé par les Anglais, quoi. C'est toujours au nom d'une prétendue morale et en vertu de principes utilitaires que l'Angleterre vient d'attaquer Madagascar. À Diego Suarez, à plus de 10 000 kilomètres de la mer patrie, le sang français a coulé à nouveau. La plupart des Français étaient vichistes. On voulait qu'on soit antisémite. Nous avons eu des conférences là-dessus au lycée, des conférenciers qui venaient de France, qui nous disaient que le malheur de la France venait des Juifs. Alors, et on a vu la photo de Pétain. Alors, dans toutes les classes, on voyait la photo de Pétain. Et brusquement, on l'a remplacée par la photo de De Gaulle. Et puis, nous, on disait, tiens, il a rajeuni le maréchal. Chaque matin, bien, on se mettait en rang pour faire monter le drapeau. Là, On prêtait serment pratiquement, on jurait tous les matins notre fidélité au maréchal Pétain. Toujours France, toujours France, toujours France. Tu en porte-à-faux, de toute façon. On sentait qu'il y avait vraiment la discipline. On nous imposait de la discipline. On nous obligeait presque à obéir, hein, parce que sinon, on était saqués. Ils avaient fait comprendre que les indigènes, c'est pas besoin qu'ils fassent des études littéraires. Alors, ils vont faire des scientifiques pour aller travailler dans des laboratoires ou tout plus, quoi. On ne nous enseigne pas l'histoire, la géographie, littérature. Il n'y a rien de tout ça. Donc on nous formait tout simplement pour nous exprimer en français, plus ou moins bien, et puis pour comprendre plus ou moins bien aussi le français. Puis on nous emploie donc dans l'administration avec ça. Et la plupart de ceux qui étaient fonctionnaires là-bas s'étaient formés comme ça. Quelques minorités malgaches, évidemment, ils avaient le droit, ou plutôt, ils pouvaient aller dans un lycée, parce qu'à l'époque, il n'y avait que 2 lycées à Madagascar. Donc le lycée Galeni et puis le lycée Jules Ferry. Oui, c'est c'est tout ça. pour tout Madagascar, ça. Et nous étions combien? Nous étions très peu au lycée Galini. Moi, je crois qu'en terminale, nous étions 4 ou 5 ou 6 ou 7. Nous qui sommes arrivés donc à passer tous les obstacles, etc., etc. Et donc, il y a quand même le privilège de pouvoir entrer en 6e. Parce qu'on était de parents, c'était bien français. Moi, personnellement, je n'ai jamais eu, ni mes parents d'ailleurs, on n'a jamais eu cette idée d'aller en 6e. C'était tout simplement pour pouvoir être fonctionnaire, c'était ça le plus important, quoi, pour gagner moyennement sa vie. C'était la grande discrimination, quoi. Tu étais un citoyen de seconde zone, c'est tout. Et puis il y avait déjà aussi les futurs députés, là. On a voté déjà, je crois, à cette époque-là, pour les représentants des Malgaches, je crois, pour venir en France en 1945. Donc avec la propagande électorale, des choses comme ça, les Ravois, les Racètes, par exemple, alors on entendait tout ça. Et quand on arrive le lundi matin, par exemple, en classe, c'est toujours pareil. Le professeur qui nous disait, ah oui, vous ne savez rien, parce que hier, vous étiez sur la place Colbert et criez « Vive Ravois, vive Racette ». Alors c'est des brimades comme ça qu'on subissait tout le temps, hein. Ça nous réveillait déjà quand même un certain sentiment national, si on veut, mais il y avait la peur. Ah oui. Du moins, de mon côté, c'était la peur, quoi. On se disait, ah oui, attention, parce que si on se fait renvoyer, c'est fini.